Recording is about to start. I am recording. You voyez mon écran? Je vois plus vos têtes, moi. Ah, je vois vos têtes. Voilà. 3, 6, 9. Je vois 12 têtes, dont la mienne. C'est dommage que je ne puisse pas enlever ma tête. Bref, c'est un autre débat. Donc, une algèbre, c'est quoi? C'est une collection d'événements qui fait sens. Donc, qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on va vouloir faire? On voudra calculer des probabilités. Et donc, quand on veut calculer une probabilité, qu'est-ce qu'on veut? On veut se dire, tiens, quelle est la probabilité que quelque chose arrive? Quelque chose, c'est le oméga. L'événement qui contient toutes les issues possibles, c'est l'expérience mentale de dire, quelque chose va arriver. Ça va? Si vous avez quelque chose qui peut arriver, donc dans votre ensemble, si vous avez un ensemble qui est là, le A, vous voulez évidemment pouvoir considérer son contraire. Vous voulez pouvoir vous dire, tiens, quelle est la probabilité que cet événement-ci n'arrive pas? Donc si vous avez A qui est dans votre collection, vous voulez aussi que le complémentaire soit dans votre collection. Et le troisième truc que vous voulez absolument, c'est que si vous avez différents événements, vous voulez prendre leur union. Et ça paraît intuitivement logique que ce qu'on veut absolument, c'est pouvoir prendre les contraires, les unions, et que quelque chose puisse se passer. Donc c'est une collection, cette algèbre ici, c'est une collection d'événements qui va nous permettre de calculer des probabilités, qui va faire sens pour nos besoins. Une petite remarque, on pourrait remplacer l'axiome 3, l'item 3, par, je vais mettre un 3 tilde, si A, B appartiennent à A, alors A union B appartient à A aussi. Je ne sais pas si vous voyez pourquoi. Si on a ceci, alors on a ça. Et si on a ça, alors si on a... Pardon, j'ai oublié un pour tout n ici. Même pour tout n plus grand ou égal à 2, c'est peut-être mieux. Si on a ça, alors évidemment on a ceci. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Pourquoi si on a ça, alors on a ça? Si c'est vrai pour 2, alors Ahmed, tu fais non, tu fais bien de dire non. C'est pas que c'est bien ce que tu dis non, c'est bien que tu me dises que... Enfin, t'as compris. Si on a ça que c'est vrai pour 2, alors c'est vrai pour 3. Pourquoi? Parce que A union B union C, c'est A union B union C. Si c'est vrai pour 2, A union B est dedans. Et donc, du coup, A union B union C est dedans. Donc, c'est aussi vrai pour 3. Si c'est vrai pour 3, c'est vrai pour 4. Si c'est vrai pour 4, c'est vrai pour 5. En fait, par récurrence, on peut démontrer que ceci est vrai pour tout n à partir du fait que c'est vrai pour 2. Ça vous va? Merci. Tout le monde est d'accord avec ça? Tout le monde le voit? N'hésitez pas à faire oui aussi. Ok. Malheureusement, ceci ne suffit pas tout à fait. C'est une définition très simple. Donc ceci, c'est peut-être pas clair. Malheureusement, la définition 1.17 ne suffit pas tout à fait. Ne suffit pas tout à fait pour nos besoins. Tout à fait pour nos besoins. Donc, pourquoi je vous donne cette définition 1.17? Parce qu'en fait, quand je donne cours, par exemple, aux médecins de première année, donc vos collègues, mais qui sont chez les médecins, en médecine, c'est ça que je leur donne comme définition qui fait sens, parce que ça, ils comprennent bien. Ils comprennent bien l'idée de A union B, tout ça, ils sont à l'aise. C'est pas des matheux, et ils aiment a priori pas tellement les maths. Donc ils comprennent bien ce truc-ci. Et quand vous ouvrez certains livres de base, c'est ça que vous verrez comme définition de collection d'événements, c'est celle-ci. Mais il y a un souci qui est un souci plus de matheux, mais qui est quand même un souci grave, c'est que cette hypothèse-ci n'est pas suffisamment forte. Avec ceci, on ne sait pas tout faire, parce qu'avec ceci, on n'a pas le cas infini. On n'a pas le cas union i qui va de 1 à l'infini.
Et on aura vraiment besoin de considérer des unions infinies d'événements. Et donc, on va renforcer la définition. Et donc, on ne va pas considérer des algèbres, mais on va considérer, donc là, c'est l'avantage d'être sur iPad, c'est que je peux simplement faire un copier-coller. Donc, tac, copie, paste. Je fasse ça. Donc, définition 1.19. Un système A est une sigma algèbre sur oméga. Si quoi? Bah, si oméga est dans A, ça ne bouge pas. N'importe quel élément dans... Donc, si le système est stable par complémentarité, c'est-à-dire que n'importe quel élément a son complémentaire. Et troisièmement, si vous avez une suite infinie d'éléments de A, alors leur union I va de 1 à l'infini, des AI est dans A. Et donc là, il n'y a plus de pour tout n plus grand ou égal à 2. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'on a renforcé l'hypothèse 3 en disant, bah, au lieu de partir avec un nombre fini d'événements dont on prend l'union, on part directement avec une suite infinie d'événements dont on prend l'union. Si vous avez une suite infinie d'événements, alors leur union est dans la collection. Ok. Qu'est-ce que vous devez faire avec cette définition-ci? Donc celle-là. Et à la limite, la définition d'algèbre, bah, vous devez la connaître par cœur. Donc ça va être votre définition. C'est un peu comme la... Donc dans notre monde à nous, de probabiliste, ça c'est votre définition de limite d'une suite. Donc vous savez qu'une limite d'une suite, c'est pour tout epsilon plus grand que 0, il existe un grand n tel que pour tout petit n plus grand ou égal à grand n, valeur absolue de xn moins x est plus petit qu'epsilon. Ça c'est la définition que vous savez dire tous les matins en vous réveillant sans aucun souci. Donc, vous devez pouvoir faire la même chose avec la définition de sigma algèbre. Le mot sigma algèbre, on va l'utiliser 15 000 fois. Et pardon, c'est pas i-1, c'est i égale 1. Merci, Vassili. La notion de sigma algèbre va revenir 15 000 fois. Donc, quand je vous dis sigma algèbre, vous devez immédiatement penser à quoi? Bah, penser à une collection d'événements sur un ensemble qui satisfait ces trois axiomes-ci. L'univers est dedans, stable par complémentarité, stable par union infinie. Pourquoi union infinie et pas union finie? Bah, parce qu'à partir de ceci, on va récupérer ceci, mais à partir de ceci, il est impossible de récupérer ceci. Alors, on va faire notre premier théorème du cours. Donc, théorème 1.20. Et c'est là que moi je tombe souvent amoureux des maths, mais avouez que on ne demande pas grand-chose, on ne demande rien. On prend oméga, qui est un ensemble qui contient n'importe quoi. N'importe quoi. Ça peut être de toute nature. Sur cet ensemble, on considère une collection de sous-ensembles. Et cette collection de sous-ensembles va nous permettre de faire toutes les probas, toute la finance, toutes les stats, tout ce que vous pouvez imaginer qui découle des probas. À partir de quoi? À partir de trois trucs un peu crétins. On demande que l'univers soit dedans, stable par complémentarité, stable par union infinie. Et ceci, cette toute petite définition toute mignonne, elle permet de faire tout. Absolument tout. Toutes les finances, tout ce qui se passe avec les hedge funds et tout ça, c'est quoi? C'est des sigma algèbres appliqués. J'exagère à peine. Donc cette définition minimaliste permet de déduire facilement, donc bien entendu, après il y a des trucs beaucoup plus compliqués, mais facilement, les propriétés. Alors je mets facilement parce que c'est censé être facile. Si vous ne comprenez pas la preuve, c'est que je vous l'explique mal. Donc vous me demandez de recommencer. Donc c'est théorème 1.20. Oui, merci Ahmed, tu as raison. Donc ça, je vais peut-être le mettre en gris. Donc l'univers. Donc ça, c'est pas vraiment un bon nom, hein, c'est juste que l'univers est dedans.
stable par complémentarité et stable par union infinie. Alors vous pouvez vous demander pourquoi est-ce qu'on parle de sigma algèbre et pas autre chose. D'où vient ce mot sigma? Bah, sigma vient du fait que, en fait, ça va être, on va le comprendre plus tard. Ce sigma, c'est la notation somme, donc c'est le grand sigma des sommes. C'est parce que le fait de pouvoir faire ceci va nous permettre de faire des sommes. Et donc c'est une algèbre sur laquelle on peut prendre des mesures qui sont... enfin, c'est la notation de sommation qui va être utile quand on va parler des mesures de probabilité. Et ça, c'est dans une demi-heure à peu près. Alors, allons-y. Soit A, B appartient à A, pardon, dans l'ordre, excusez-moi, je fais mon terme dans le mauvais ordre. Soit oméga un univers, ou un espace fondamental, soit A inclut à P de oméga une sigma algèbre. En fait, j'ai oublié, c'est important de garder toute la terminologie, donc c'est une sigma algèbre sur un ensemble, donc une sigma algèbre sur oméga, donc soit oméga un univers A une sigma algèbre sur oméga, et soit A, B qui appartiennent à A. Alors attention, ça veut dire quoi ceci? Ça veut dire que ça, c'est une collection. Ça, c'est une collection de parties qui satisfait cette définition-ci. Et ça, ce sont deux éléments de cette collection. Alors, 1. Le vide est dans A. 2. L'union de A et de B est dans A. 3. L'intersection de A et de B est dans A. Et 4. La différence entre A et B, donc l'ensemble des points de A qui ne sont pas dans B, est dans A ici. Et dans A aussi. Plus généralement, A est stable par union et intersection finie. Enfin, en fait, même pas finie, dénombrable. OK? Extrêmement important, ce théorème-ci. Petite remarque, donc remarque 1.21. On déduit en particulier que toute algèbre sur oméga est une sigma algèbre. Pourquoi? Bah, une algèbre, c'est une collection qui satisfait ça, ça et ceci. Bah, donc si c'est une sigma algèbre, elle satisfait les unions infinies, mais grâce à ce terme-ci, elle satisfait aussi les unions finies. Donc si c'est une sigma algèbre, c'est d'office une... Je recommence. Si c'est une algèbre, c'est d'office une sigma algèbre. Pardon, c'est dans le sens. Si c'est une sigma algèbre, en fait, je suis dans le mauvais sens. Que toute sigma algèbre est une algèbre. Que toute sigma algèbre sur oméga est une algèbre. Je disais une bêtise. Si c'est une sigma algèbre, c'est une algèbre, mais l'inverse n'est pas vrai. C'est-à-dire qu'il est possible de construire une algèbre qui n'est pas une sigma algèbre. Je vous envoie vers les notes de cours, donc vers le syllabus. Page 10. Vous verrez dans les notes de cours page 10 qu'il est possible de trouver une construction d'une algèbre qui n'est pas une sigma algèbre. Isaline stable, j'entends fermée sous l'union. C'est-à-dire que être stable par union et intersection dénombrable, c'est-à-dire que si je prends des éléments qui sont dans mon ensemble, leur union est encore dans mon ensemble et leur intersection est encore dans mon ensemble.
Ça va? C'est clair? Oui? Non? Isaline, tu as compris ce que je disais? Je peux répéter. Donc, stable par blabla, ça veut dire que quand j'applique blabla, ben, à des éléments qui sont dedans, j'ai encore quelque chose qui est dedans. Donc, vous avez fait probablement des espaces vectoriels, vous savez qu'un espace vectoriel, vous prenez deux vecteurs de votre espace vectoriel, leur somme est encore dans l'espace vectoriel. C'est fermé sous l'opération somme. Bah, ici, c'est la même idée, mais j'utilise pas le mot fermé, j'utilise le mot stable. C'est-à-dire que quand je prends des éléments de mon ensemble, leur union est encore dans l'ensemble et leur intersection est encore dans l'ensemble. Ça va? Donc, c'est ce qui est marqué. Celui-ci, c'est stable par union. Excusez-moi, j'ai mis infini, mais je voulais mettre dénombrable. Ok, on va maintenant s'attaquer à la preuve du théorème. Ça ne peut pas être compliqué, donc vous devez tout comprendre. Vous devez absolument tout comprendre. Alors pour le 1, quelqu'un peut me dire comment on prouve le 1? Donc on reprend la définition de sigma algèbre, et de cette définition, on déduit que le 1 est vrai. Lucas, oui. Est-ce qu'on peut pas juste dire que l'ensemble vide appartient à oméga et que par conséquent il appartient à la sigma algèbre? Ah, ça c'est pas tout à fait vrai. Le vide n'appartient pas à oméga. Le vide est une partie de oméga, mais c'est pas le vide. de oméga. Je vois pas le prénom Ben Marzouk. Je vois pas la fin, désolé. Je vois pas la fin de ton nom. Vas-y, dis-moi. Ah, Myriam, oui. Oui, voilà, c'est ça. Puisque oméga fait partie de A et que le complémentaire doit aussi faire partie de A, donc ensemble vide fait partie de A. Tout le monde a compris? Donc effectivement, en fait, c'est peut-être pas très malin ce que j'ai fait là. Je devrais pas numéroter ça comme ça. Je vais changer ma numérotation pour qu'on se mélange pas les pinceaux après. Donc ça c'est 1, ça c'est 2, ça c'est 3, ça c'est 4. Pour le 1, ben, je répète simplement ce que Myriam a dit. Par la définition, donc 1 me dit que oméga appartient à A. Pourquoi est-ce que oméga appartient à A? Bah parce que A est une sigma algèbre. Pour être une sigma algèbre, il faut satisfaire ça, ça et ça. Et donc ça, c'est que oméga est dedans. Donc par la définition, oméga est nécessairement dedans. Et par le 2, oméga complémentaire est dedans aussi. Or, oméga complémentaire, c'est l'ensemble des éléments qui sont... C'est l'ensemble des éléments de oméga qui ne sont pas dans oméga, ben c'est le vide. Donc le vide est dans l'ensemble. Vous le voyez? Ok. Le 2. Est-ce que quelqu'un a une idée de comment on prouve le 2? Donc il faut... C'est un peu dommage que j'ai pas un grand tableau, parce que l'idéal, ce serait de pouvoir vous montrer la définition. Allez, je vais la copier ici. Je l'effacerai après, mais j'ai envie de la garder sous la main. Donc je la mets ici, ma définition. On n'obtient pas ça directement par le point 3. Comment? Dis-moi comment. Je sais pas qui a parlé en fait. Kylian. Oui, c'est moi. Tout ça... Non, parce que moi je voyais juste l'union, et comme ici c'est juste une union finie, mais c'est une conséquence du point 3. Comment? Oui, pour moi c'était juste comme ça, comme je voyais juste que c'était Oui. une union. Donc, Tu sais que c'est vrai. Tu sais que c'est vrai pour un nombre infini. Et donc ça paraît intuitivement idiot que ça doit aussi être vrai pour un nombre fini, mais je veux que tu me l'écrives. Quelqu'un a une idée? C'est pas compliqué, hein? T'as raison, tu as bien ciblé la difficulté, c'est ici. Enfin, pas la difficulté. Le point de départ, c'est ceci. Est-ce que quelqu'un pourrait m'écrire ça proprement? Enfin, toi, par exemple? Nathan, exactement, c'est ça. Est-ce que tout le monde voit ce qu'il a écrit? Donc, on va le faire proprement.
Je prends A1 qui est A, je prends A2 qui est B, et je prends AI qui est le vide pour tout I plus grand ou égal à 3. Oui. Là, j'ai quoi? Bah, j'ai bien A est dedans, donc A et B sont dedans, donc ça c'est dans mon A, ça c'est dans mon A, ça c'est dans mon A grâce à ce point-ci. J'ai donc une union dénombrable maintenant, je peux appliquer le point 3. Ah pardon, j'écris n'importe quoi. L'union des AI est bien dans A. Or, l'union des AI, bah, c'est A union B, union le vide. C'est donc A union B, qui est donc dans A. Tout le monde le voit? Ok. Donc je vais juste reprendre ma définition, je la bouge un peu plus bas, et je mets un peu d'ordre. Vous pouvez déjà commencer à réfléchir au point 3. Alors, le 3, c'était quoi le 3? J'ai déjà oublié. Le 3, c'est que l'intersection est dans A. Ah, ça c'est plus compliqué. Celle-ci, moi je la trouve gaie, celle-là. Je la trouve chouette à faire. Est-ce que vous le voyez? Donc, de nouveau, c'est pas compliqué, c'est une petite démonstration qui fait du bien, quand on la trouve. Est-ce que ce serait pas, puisque A union B est dedans, alors c'est-à-dire que tous les éléments de A et B sont dedans, dont ceux qui sont dans l'intersection? Non. Donc, on n'est pas en train de regarder ce qui se passe dans A et dans B. Donc, tout ce qu'on peut utiliser, nous, les seules choses qu'on peut utiliser, c'est celui-ci, et ces trois trucs-là. Et à partir de ces 1, 2, 3, 4, 5 règles-ci, on veut montrer que si A et B sont dans mon A, leur intersection est dedans. Leur intersection, c'est un nouvel ensemble. Si on le fait en diagramme de Venn, ben, on a A et B qui sont ici. Leur intersection, c'est ce truc-là. Clara, exactement. Comment est-ce qu'on écrit proprement? Est-ce que vous voyez ce que Clara a écrit? Est-ce que vous voyez, est-ce que vous voyez comment on écrit proprement? Donc une belle démonstration de matheux. Myriam fait oui. Allez, je vous le fais. Je vais prendre. Si A est dans A, son complémentaire est dans A. Pardon. Si A est dans A ronde, son complémentaire est dans A ronde. Si B est dans A ronde, son complémentaire est dans A ronde. Pourquoi? Bah ça, c'est simplement la définition. C'est le point 2 de la définition. Du coup, par le point 2 ici au-dessus, A complémentaire en union avec B complémentaire est dans l'ensemble. Vous voyez ça? Du coup, bah, de nouveau par mon point 2 ici, le complémentaire du complémentaire, pardon, le complémentaire de l'union des complémentaires est dans A. Or, le complémentaire de l'union des complémentaires, bah, c'est A complémentaire, complémentaire en intersection avec B complémentaire, complémentaire. C'est la règle de la loi de De Morgan qu'on a vu il y a 1 heure. Et ça, c'est quoi? Bah, c'est A inter B. Vous le voyez? Comment est-ce qu'on étudie un truc pareil? Bah, en fait, vous ne relisez pas la démonstration. Cette démonstration est simple. Vous devez essayer de la retrouver par vous-même quand vous étudiez ce soir ou dans un an. Ces trucs-ci. Enfin, peut-être pas dans un an, dans quelques mois. Ok. Donc ça, c'est mon point 3. Vous pouvez déjà réfléchir au 4 pendant que je mets un peu d'ordre. Ok, le 4. Qu'est-ce qu'il racontait le 4? Le 4, il disait que
A dont on retire B est dans A. En principe, si vous avez compris ce qui se passait... Oui, voilà, Yasmine, tu as tout résumé. C'est fini, en fait. Une fois qu'on a compris ce qui se passait au point 3, on a compris ce qui se passe au point 4. Ceux d'entre vous qui ne comprennent pas, reprenez le temps de bien y réfléchir, et si vous ne voyez pas, vous m'appelez et je vous aide individuellement le temps qu'il faut. Mais prenez d'abord le temps d'y réfléchir. Donc A inter B dans A, ben oui, parce que A moins B, c'est A intersecté avec B complémentaire. Et je crois que c'est fini en fait. Hein. Celui-ci, il appartient à A. Celui-ci, il appartient à A par définition de sigma algèbre et par le point précédent. Ça vous va? Monsieur, moi j'ai un bug Oui, dis-moi. pour celui-là. Bon, Comment ça se fait que si A, si. au fait, il intersecte... Ouais, oui. Enfin, comment ça se fait que si A n'intersecte pas B, ben alors il peut intersecter son complémentaire, au fait. Je n'arrive pas à visualiser. Enfin, j'ai essayé de penser à ça avec les diagrammes de Venn. Oui, c'est ça. Donc, regarde. Si j'ai A et si j'ai B, et si j'ai oméga, donc, en fait, tu as du mal avec la définition du truc. Donc ça, c'est A. Ça, c'est A moins B, en rouge, là, ici. Ça, c'est A moins B. Et si maintenant, je prends A et j'intersecte avec tout ce qui n'est pas dans B, je vais faire en orange, tout ce qui n'est pas dans B, je ne sais pas si tu le vois, bah, l'intersection entre A et tout ce qui n'est pas dans B, bah, c'est très exactement ceci. Ok, je vois, au fait, j'essaie de m'imaginer à l'intérieur du cercle, enfin, qui est en blanc pour le Ouais. complémentaire, mais je n'avais pas réfléchi à l'extérieur. Oui, donc le complémentaire de B, c'est tout ce qui n'est pas dans B, donc c'est tout ce qui est en orange ici. Ok, ça va, merci. Ça va, vous êtes tous heureux? Ok. Alors, exemple, ça c'est la fin de la preuve. Je vais mettre ça ici. Ouf. Fin de ma preuve. Et on va faire un petit exemple quand même de sigma algèbre. Donc, il y en a peut-être pas mal d'entre vous qui se demandent, mais quel est le lien entre tout ce qu'on vient de raconter maintenant et les probas? Bah, faites-moi confiance. Il y en a un, bien entendu. On n'aura pas le temps de faire ça aujourd'hui. On fera ça jeudi. Donc ici, faites-moi confiance. Acceptez la définition de sigma algèbre. Retenez la définition de sigma algèbre. Vous pouvez comprendre sans trop de difficulté les différents éléments de cette preuve-ci. Et maintenant, on va un peu jouer avec tout ça. Et on va construire des choses qui sont utiles. Donc, exemple 1.22. Qu'est-ce qu'on pourrait prendre? Je vais prendre oméga, qui est un ensemble de lettres. Je vais prendre quelqu'un qui est... bon, Lucia, ça c'est bien, parce que c'est toutes des lettres différentes. Voilà. Donc, j'ai un prénom ici. L'exercice serait de choisir une lettre au hasard du prénom de Lucia. Désolé de t'avoir pris toi, mais je cherchais quelqu'un qui avait des lettres toutes différentes. J'aurais pu prendre Myriam aussi, Ahmed aussi. Bref, on a compris le principe. On choisit au hasard une lettre dans un prénom. L'univers associé, ce sont les lettres L, U, C, I et A. L'ensemble des parties de oméga. L'ensemble des parties, il va être vachement gros. Je ne vais pas faire toute la liste parce que ça devient très ennuyeux. Il y a le vide, il y a le tout, il y a tous les singletons. Il y a toutes les paires. Et il y a tous les quadruplets. Enfin, tous les triplets, tous les quadruplets. Voilà, vous avez compris le principe.
J'arrête là. Tout le monde voit ce que c'est l'ensemble des parties? C'est une grosse collection d'ensembles. Donc on prend tous les sous-ensembles possibles et imaginables de cet ensemble-ci. Alors maintenant, je vais considérer, je vais appeler A1 qui est l'ensemble. Je prends L et L, U, pardon. Je vais prendre L et U, C, I, A. Et je vous demande, est-ce que c'est une sigma algèbre, ce truc-là? Bah, pour être une sigma algèbre, il faut que le tout soit dedans. Est-ce que le tout est un élément de cette collection-ci? Non. Donc, ce n'est pas une sigma algèbre. C'est un exemple idiot. Oui, oui, je suis bien conscient que mon exemple est idiot. Ce n'est pas une sigma algèbre parce que la première partie de la définition est violée. Comment est-ce qu'on pourrait compléter ce truc-là pour en faire une sigma algèbre? Pour rajouter des choses. Il n'y a pas assez d'éléments dans mon ensemble. On peut rajouter le vide et le tout. Exactement. On prend le vide, on prend le tout, et on prend L, et on prend U, C, I, A. Est-ce que ce machin-là est une sigma algèbre? Oui. Pourquoi? Pas parce que le tout est dedans. Et si je prends une collection d'ensembles, pardon, tout élément a son complémentaire qui est dedans. Le complémentaire de l'oméga, c'est le vide. Le complémentaire de vide, c'est l'oméga. Ils sont bien, lui et lui sont bien complémentaires, ils sont dedans. Et le complémentaire de L, c'est UCIA, et le complémentaire de UCIA, c'est L. Vous voyez ça? En plus, si je prends des unions d'ensemble, leur union est bien dedans, parce que l'union de ce gars-ci avec ce gars-ci, c'est tout. Donc ce machin-là est une sigma algèbre. Si je prends A3 qui est le vide, le tout, L et LUC. Est-ce que ce machin-là est une sigma algèbre? Non. Pourquoi? Parce que ça marche pas, quoi. Genre, l'union... non, le complémentaire de lui n'est pas dedans. Comprenez le principe? Alors, pourquoi est-ce qu'on n'aime pas les ensembles, les collections qui ne sont pas des sigma algèbres? Parce que sur celui-ci, il n'y a pas moyen de faire des probas. Je ne peux pas me dire, tiens, quelle est la probabilité de tomber sur un L? On a envie de pouvoir dire, la probabilité de tomber sur un L, c'est 1 moins la probabilité de ne pas tomber sur un L. On ne peut pas calculer la probabilité de ne pas tomber sur un L parce que le complémentaire de ce gars-là n'est pas dedans. Donc on ne sait pas faire des probas avec un machin pareil. Ça n'ira pas. On a besoin d'avoir ça. On a besoin de ceci. Ok? Vous suivez toujours? Alors, exemple 1.23. Je prends un petit peu d'eau. Exemple 1.23. Ça va, je vous ennuie ou ça va? J'ai du mal à... En fait, j'aime bien donner cours en live parce que c'est déjà plus marrant. Et puis, une meilleure façon de... C'est plus facile d'avoir le feeling de la... C'est plus rigolo, quoi. En fait, c'est pas drôle. J'arrive pas à être drôle. Enfin, déjà, je suis pas drôle, mais j'arrive pas. Vous avez pas idée, mais donc j'ai commencé ma carrière de prof, j'avais 1300 élèves en même temps. 1300. Maintenant, vous êtes tous séparés dans la salle, mais imaginez 1300 élèves dans la même salle. C'était génial. Alors, chaque année, au début, je faisais un exercice où je disais aux élèves, je fais une digression, j'aime bien faire des digressions pour un peu vous relâcher la pression. Donc, le truc que je faisais, si jamais certains d'entre vous deviennent prof, vous devez faire ça, c'est très rigolo. C'est que j'écrivais au tableau. Non, c'était pas au tableau, c'était sur transparent, mais vous connaissez pas ça. Des feuilles transparentes projetées sur un écran.
C'était il y a 10 000 ans. Et donc, je faisais des trucs au marqueur non effaçable sur des feuilles transparentes. Et je changeais de couleur. Et je faisais exprès de changer de couleur parce que imaginez 1300 élèves avec leur bic à 4 couleurs qui fait tac en même temps. Et ça faisait une petite musique que je trouvais géniale. Donc, je changeais en rouge, puis je changeais en bleu, puis je changeais en noir. Et ils changeaient tous en même temps. Tac, tac. C'était un grand moment de ma vie. Puis Corona, tout ça. Enfin non, examen d'entrée, médecine, et puis plus d'élèves. On est passé de 800, je crois, une année à 60. C'était déprimant. Et maintenant, c'est encore pire. Bref, petite digression pour un peu vous permettre de vous soulager. Vous êtes au courant qu'il y a des avis pédagogiques? Vous avez déjà parlé de ça? Il est super important que vous remplissiez les avis pédagogiques, que vous soyez content ou pas content du cours. C'est très important que vous disiez à la fin du cours ce que vous avez pensé du cours. Donc, on ne vous demande pas votre avis sur le prof, c'est pas ça qui compte. Ce qui est important, c'est de donner votre avis sur la qualité du cours. Et cet avis compte beaucoup. Vraiment, c'est super important. C'est le seul retour qu'on a en tant que prof par rapport aux élèves. Et l'examen ne compte pas vraiment. Et donc, c'est très important que vous remplissiez ces avis. Et donc, moi, j'aime bien, parce que chaque année, les élèves remplissent des avis. Et puis, moi, ce que j'aime bien, c'est lire les commentaires des élèves. Il y a des commentaires très, très drôles. Pas toujours très gentils, mais très drôles. Notamment, un des commentaires d'il y a 2 ans, c'était quoi? C'était Monsieur Swann passe son temps à faire des digressions. On aime ou on n'aime pas. Personnellement, j'aime pas. Voilà. C'est vrai que ceux qui n'aiment pas les digressions, je suis désolé pour vous, mais voilà. Donc, fin de la digression. Exemple 1.3. Donc, qu'est-ce qu'on a fait pour l'instant? C'est bien, vous voyez. On construit une notion compliquée qui est la notion de sigma algèbre. Cette notion de sigma algèbre, vous allez en parler un peu dans le vague cette année-ci avec moi, l'année prochaine en stats. Et puis en 3e année, quand vous serez en cours de théorie de la mesure, ben, vous aurez 30 heures exclusivement consacrées au sigma algèbre. Et vous allez devenir des maîtres absolus dans la manipulation de ces machins-là. Alors, en attendant, nous, on fait des choses très, très basiques. Premier exemple, si vous prenez oméga, qui est un ensemble, et donc je vais rejoindre la remarque je ne sais plus qui m'avait fait cette remarque, sur l'ensemble trivial. Je prends oméga, un ensemble quelconque. Quelconque. C'est n'importe quoi, oméga. Alors, l'ensemble des parties de oméga est une sigma algèbre. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Donc, ce n'est pas une question d'opinion. Ce que je vous demande, c'est de vérifier si cet ensemble-ci satisfait bien les 3 parties de la définition. Donc, est-ce que oméga est une partie de oméga? Bah oui. Est-ce que si un ensemble est dans une des parties d'oméga, est-ce que son complémentaire est une des parties de oméga? Ben oui. Si on prend des ensembles, si on prend une suite dénombrable d'ensembles, est-ce que leur union est une suite dénombrable de sous-ensembles de oméga? Enfin, je recommence. Si on prend une suite dénombrable de sous-ensembles de oméga, est-ce que leur union est encore un sous-ensemble de oméga? Ben oui. Donc ce n'est pas la sigma algèbre triviale, mais c'est une sigma algèbre de façon triviale. C'est en fait la plus... Je vais mettre des guillemets, même si en fait c'est le bon vocabulaire. C'est la plus grosse sigma algèbre qu'on puisse construire sur oméga, au sens où n'importe quelle sigma algèbre, n'importe quelle autre, j'écris trop mal, autre sigma algèbre sur oméga en est un sous-ensemble. Alors ça, c'est la première sigma algèbre qu'on peut garder en tête. Et la deuxième, qui est la sigma algèbre triviale. Je vais vous demander ce que c'est. Quelle serait la plus petite sigma algèbre qu'on puisse construire sur un ensemble? Quelle est la plus petite collection de parties qui va satisfaire les trois axiomes? L'ensemble vide.
Pas l'ensemble vide, c'est Singleton, alors. l'ensemble vide et... Singleton? Non. Non. Oméga. Et oméga, exactement. Et bah, c'était toi, Mina, non, qui me parlait de sigma algèbre trivial. Oui, en fait. C'est celle-là. Alors, j'ai vu qu'il y avait des questions. C'est la sigma algèbre triviale. Loris, je suis d'accord avec toi. Et si oméga ne contient pas... Alors attention, il ne faut pas mélanger, Vassili. Oméga, c'est une collection. Donc ce sont les lettres. L-U-C-I-A. Ça ne contient pas le vide. Ta phrase n'a pas beaucoup de sens. Tu prends maintenant une partie de oméga. Bah, la partie où tu prends rien, c'est le vide. Et la partie où tu prends tout, c'est oméga. D'accord? Bah, en fait, on a quasiment fini pour aujourd'hui. J'avance pas très vite. Proposition 1.24. Proposition 1.24, j'ai un visiteur. Tu veux dire bonjour? Non? C'est bien. Proposition 1.24. Toute intersection de sigma algèbre sur un ensemble oméga est encore une sigma algèbre. Ok, ça veut dire quoi ça? Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que voilà, je vais prendre maintenant C, une collection de sigma algèbre. Donc attention, je suis en train de jouer avec votre cerveau là. On a un ensemble oméga. Sur cet ensemble oméga, on construit des sigma algèbres. On en construit plusieurs. Et maintenant, on considère cette collection de sigma algèbres. Donc on a plusieurs sigma algèbres différents. Notons A, l'intersection de ces sigma algèbres. Alors. Bah, premièrement, oméga appartient à A. Est-ce que c'est clair ça? Donc vous avez une collection de sigma algèbres. Vous avez donc une collection d'ensembles qui satisfont la définition qui est ici. Donc tous sont tels que oméga est dans A. Donc, pas dans C dans ce cas-ci. Donc oméga, vous avez une collection de sigma algèbres, Oméga, il est dans chacune d'entre elles, parce que par définition, chaque sigma algèbre contient oméga. Donc du coup, oméga est bien dans l'intersection des sigma algèbres. C'est clair? Deuxième point. Si A est dans A, ça veut dire que A, il appartient à toutes les sigma algèbres. Pourquoi? Parce que s'il est dans l'intersection de toutes les sigma algèbres de C, bah, il est donc dans toutes les sigma algèbres de C. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que comme chacune des sigma algèbres satisfait la définition, bah, le point 2 de la définition nous dit que A complémentaire appartient aussi à toutes les sigma algèbres. Mais si le complémentaire appartient à toutes les sigma algèbres, il appartient aussi à leur intersection. Dernier point. Bah, si AN est une suite d'éléments de ma sigma algèbre, enfin, si AN est une suite de sous-ensembles qui appartiennent à l'intersection A ici, ça me dit quoi? Bah, ça me dit que AN, n plus grand ou égal à 1, appartient à toutes les sigma algèbres,
Du coup, bah, exactement le même argument qu'avant. Leur union appartient aussi à toutes les sigma algèbres. Et du coup, bah, leur union appartient à A. Alors, cette démonstration-ci, je suis pas sûr que vous la sentez bien. Je crois qu'il est 18h moins 3 et que ça devient un peu trop. Je propose qu'on arrête pour aujourd'hui. Je vais pas la reprendre. Je vais démarrer à la suite de ceci jeudi. Qu'est-ce que tu fais, toi? Je vais reprendre à la suite de ceci. Je suis distrait. Elle vient dire bonjour au moins. Bonjour. Voilà. Je reprendrai à la suite de ceci jeudi. Je compte sur vous pour venir quand vous aurez étudié, donc ne vous en inquiétez pas trop de celle-ci. On va l'utiliser, mais dans assez longtemps. Ne vous inquiétez pas trop de cette démonstration-ci. Quand vous la relirez, si vous ne la comprenez pas, bah, vous me demanderez. Mais donc, pour l'instant, mettez-la un peu au frigo, celle-là. Elle n'est pas compliquée du tout, mais c'est du vocabulaire sur du vocabulaire, donc c'est peut-être un peu dur à suivre. Et donc, en conclusion du cours d'aujourd'hui, ce que vous devez absolument connaître et absolument comprendre, c'est la définition de sigma algèbre qui est donnée ici, le théorème qui est donné ici, ainsi que sa preuve. Vous devez savoir refaire tout ceci, et vous devez comprendre un peu les différents exemples qu'on a construits ici. Mais de toute façon, vous allez jouer avec ça au TP de demain. Vous avez TP demain, non? Donc voilà, vous rejouerez avec ça au TP de demain. Et nous, on se voit jeudi de 10 à 13. Et jeudi, quoi qu'il arrive, on finira le chapitre 1. Voilà. J'avais dit que le cours se compliquerait. Vous avez un peu senti vers quoi on allait maintenant. Ça va être un peu comme ça pendant toute la fin du chapitre 1. Donc accrochez-vous. Peut-être essayez de le lire un peu à l'avance si vous avez l'occasion. Voilà. Et donc, on arrête là pour aujourd'hui, je crois. Ça va? Je reste disponible. Voilà, je reste disponible. Profitez bien de vos appartements et de vos maisons. Et on se voit jeudi. Bon courage. Au revoir. Merci, au revoir. Bonne soirée. Bonne soirée. Alors, je vais mettre pour ceux qui n'ont pas su lire. Comme ça. Juste arrêter l'enregistrement.